merci à tous d'être présents. Merci à ceux qui sont connectés, avec une mention spéciale pour Angelos, qui nous suit à distance. Donc, merci d'être à ce petit déjeuner qui va donc nous permettre de faire un point sur la rencontre entre le numérique et l'électrique, en l'espèce, avec 3 invités. Pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez la formule de ces petits déjeuners. Je salue aussi d'éminents représentants du secteur de l'énergie qui sont dans la salle et je les remercie de s'être mobilisés aussitôt, mais c'est le principe de nos petits déjeuners. Et j'espère qu'on pourra engager la conversation après les interventions. Donc les principes de ces petits déjeuners, je les rappelle, on laisse la parole à nos 3 intervenants, un quart d'heure chacun, et puis ensuite on vous donne la parole. Je ne doute pas que vous aurez énormément de questions. Donc ce que je vous propose sans tarder, c'est de passer la parole tout de suite à Adrien. Je propose que chacun des intervenants se présente rapidement pour que vous puissiez les situer, leur place dans le débat. Et donc Adrien, je vous ai demandé, parce qu'on lit beaucoup de choses sur les data centers, c'est un peu le sujet à la mode. Et comme vous le savez, quand c'est à la mode, il y a une espèce de bulle spéculative autour de ces sujets. On l'a connu avec tant d'autres thématiques. Moi, quand j'étais à la Commission de régulation de l'énergie, on parlait que de smart grid. Alors, le terme était très marketing. On avait l'impression tout de suite d'être beaucoup plus intelligent quand on parlait de ces sujets. Mais dans l'énergie et dans le numérique aussi, il y a des effets de mode. Donc, on parle beaucoup des data centers. Est-ce que vous pouvez nous faire un point un peu général et macro sur le sujet? Merci Christine, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet. Le propos un peu général que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était peut-être d'élargir un peu le sujet, effectivement aujourd'hui défini comme les centres de données et leur consommation énergétique. Mais peut-être en gardant en tête que le numérique, c'est justement plus large que ça, les centres de données étant un type d'infrastructure dans un écosystème un peu plus large, et avec des interdépendances qui sont en fait assez complexes. Donc si on devait définir le numérique très sommairement, peut-être, on a effectivement les centres de données, qui sont en fait des infrastructures qui vont stocker et processer de la donnée, qui vont ensuite, ces données, transiter via des réseaux télécoms. Donc on pense typiquement à la fibre, au cuivre en infrastructure fixe, et côté mobile 3G, 4G, 5G, et qui vont enfin terminer sur nos terminaux, donc le plus emblématique étant le smartphone, j'en ai 2 aujourd'hui. On a aussi l'ordinateur, nos téléviseurs, et tout un ensemble, toute une galaxie d'objets connectés sur lesquels, en fait, qui vont nous permettre d'accéder à des services, plateformes de streaming, réseaux sociaux, et tout un ensemble beaucoup plus large. Et donc je voulais quand même rappeler ça, parce que ces centres de données, en fait, ils opèrent dans cet environnement beaucoup plus large, en mutation, avec une digitalisation de nos usages qui a profondément bouleversé, et qui continue d'ailleurs de bouleverser aujourd'hui nos modes de vie. Et donc effectivement, ces services, cette digitalisation qui peut a priori sembler immatérielle, et on a senti un peu un retour de balancier plus récemment, avec un nouveau retour de balancier encore plus récent, mais où on a un peu plus questionné cette immatérialité. Et ici, finalement, en retournant aux 3 briques que je définissais précédemment, donc les centres de données d'une part, les réseaux et les terminaux, qui eux, pour le coup, ont une matérialité qui est, elle, bien concrète, avec des effets environnementaux de plus en plus connus. Donc vous parliez de la consommation énergétique, oui. On peut aussi parler de l'empreinte carbone, ou de la consommation en eau, et un sujet qui a pu être aussi pas mal discuté, l'épuisement des ressources halieutiques. On évoque ici en fait la consommation en minerais, ces équipements nécessaires à leur production. Et avec des effets environnementaux qui vont s'exprimer finalement à différentes étapes du cycle de vie. Donc la production, qui embarque finalement une part importante de ces effets environnementaux, l'utilisation, la distribution et la fin de vie. On pense à la mise au rebut ou au réemploi des équipements numériques. Et donc peut-être, avant de se replonger sur la question de la consommation énergétique des centres de données, quelques ordres de grandeur aujourd'hui en France pour qu'on appréhende un peu mieux l'objet dont on parle. Et donc là, mon regard se tourne vers d'anciens collègues de l'ARCEP qui ont notamment pas mal travaillé sur le sujet. Donc l'empreinte environnementale du numérique, aujourd'hui, en gros, elle est estimée, quant à l'empreinte carbone, de 2,5 à 5% de l'empreinte nationale. Donc c'est un chiffre qui peut sembler, somme toute, en comparaison à d'autres secteurs, peut-être
plus faible, ce qui peut interroger, c'est, comme je l'expliquais, dans un contexte de digitalisation croissante de nos usages, c'est les tendances finalement qu'on observe, avec des prévisions qui sont parfois, qui ne restent que des prévisions, mais qui sont quand même d'ordre significatif, avec, je crois, l'étude ADEME-ARCEP qui prévoyait un triplement à horizon 2050. Donc des tendances effectivement qui interrogent du coup quand nos objectifs climatiques sont les nôtres, donc l'accord de Paris en 2015 et le pacte vert pour l'Europe avec des objectifs de réduction de 55% de nos émissions à 2030 et de neutralité carbone à 2050. Si je reviens ensuite sur la consommation énergétique, qui est consommation électrique, qui est le sujet qui nous occupe plus directement aujourd'hui, en France, de l'ordre de 10% de la consommation électrique est liée au numérique. Alors c'est pas un point particulier à l'espèce, hein, je crois que c'est de l'ordre de 20% déjà en Irlande. Oui, 25, j'avais lu 25. Avec des prévisions de l'ordre de 30% en 2030, et donc de la même manière. Voilà. Le sous-jacent étant une économie qui se digitalise, des usages qui se déploient, qui se développent. Je pense bien entendu à l'intelligence artificielle, qui est le nouveau buzzword là pour le coup, mais avec des usages qui se déploient massivement, et donc une pression sur le secteur pour augmenter la capacité, augmenter la puissance. Et donc dans ce contexte, des consommations et une empreinte environnementale qui nécessairement, bien que les acteurs prennent des engagements très ambitieux sur le sujet, mais qui est difficile à maîtriser. Et une fois qu'on a dit ça, pour autant, encore une fois, l'idée n'est pas de tirer à boulet rouge sur le secteur, qui est vecteur d'énormément d'innovation, qui peut par ailleurs être aussi un levier de transition. Beaucoup de secteurs comptent sur le numérique aujourd'hui pour pouvoir réduire leurs propres empreintes environnementales. Donner quelques exemples de cas d'usage. Hein. Bien entendu, on a côté transport le télétravail en tête, avec les visioconférences qui nous permettent finalement des émissions évitées en évitant de prendre sa voiture. Côté logement, avec la maîtrise de la consommation de nos habitats, la domotique. Et côté industriel, par exemple, sur l'optimisation de nos process de production. Et avec l'IA, par exemple, de la même manière, qui a un rôle de plus en plus important à jouer. Je pense à un exemple d'actualité, peut-être, le modèle mis sur le marché par Google pour la prévision météo, qui s'avère en fait en réalité plus performant que les modèles qu'on utilise historiquement. Bon, donc du coup, vecteur réel d'innovation. Et donc on voit bien un peu la tension finalement entre un secteur qui est vecteur d'emploi, d'innovation, d'opportunités pour l'environnement, mais de l'autre côté, dont la croissance des usages génère des pressions sur l'environnement. D'où finalement dans ce contexte des initiatives qui se multiplient, alors aussi bien des acteurs privés, et je crois, je vais peut-être mettre des éléments sur lesquels vous reviendrez plus d'informations que moi, et des acteurs publics pour justement adresser de plus en plus le sujet. Alors avec côté acteurs privés, des engagements ambitieux qui ont été pris de la part de nombreux acteurs numériques pour baisser leurs empreintes. Oui. Et côté acteurs publics, je crois avant tout, et en fait en m'appuyant sur les chiffres que je vous exposais jusque-là, hein, mais avec l'objectif de mieux comprendre pour pouvoir agir. Et ensuite des politiques qui sont pas mal déclinées alors, au niveau national, puis aussi en Europe, et qui visent notamment à adresser la question de la durabilité des équipements, qui représente de l'ordre de 80% de l'empreinte carbone en France. Mais aussi sur le développement de l'éco-conception, donc d'avoir des services qui soient conçus de sorte à être moins consommateurs de ressources. Rien, je crois que maintenant vous êtes consultant après avoir fait une partie de votre carrière à l'ARCEP. Voilà, je peux le présenter rapidement parce que vous ne l'avez pas fait. Donc effectivement, merci pour cette introduction. Donc on voit bien les différentes constellations, en tout cas des sujets. Hein, au moment où dans la presse, hein, tout le monde lit chaque matin des articles sur l'IA, sur les data centers, sur la course au gigantisme aussi. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus grands. Fabien, je pense que peut-être vous allez nous dire pourquoi, parce que moi j'avais l'impression en fait que dans cet univers, quand j'étais enfant, quand on voyait les ordinateurs dans les séries américaines, hein, ils tenaient toute une pièce, tout un hangar. Aujourd'hui, voilà, c'est ça la taille. Donc est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on va pas passer à un saut technologique
qui nous permettra de miniaturiser, si je puis dire, tous ces espaces de stockage. Aujourd'hui, en tant que conseil, moi j'ai pas mal de clients qui me disent en dessous de 100 hectares, on ne regarde pas, hein, donc 100 hectares, c'est beaucoup quand même. Hein. Voilà. Donc Fabien, si vous pouvez vous présenter rapidement et prendre la suite de ce qui vient d'être dit dans cette introduction en développant effectivement peut-être les aspects numériques pour votre part. Je laisserai Amandine développer les aspects plutôt énergétiques. Merci Christine. Bonjour à tous. Je ne sais déjà pas où je vais aller. Je vais falloir me cadrer potentiellement, en toute honnêteté. Donc Fabien Viaud, j'ai fait ma carrière dans le développement d'infrastructures numériques à l'international chez Orange, au tout départ dans les câbles sous-marins, la fibre optique. Et donc j'ai cette expertise des réseaux, enfin cette expérience, sur quasiment une quinzaine d'années. J'ai fait 15 ans de ma carrière après chez Google, donc au départ dans les réseaux, et après dans les data centers, et enfin dans l'énergie et dans les aspects environnementaux. Et donc dernièrement, jusqu'à fin 2024, non, 2023, j'étais en charge chez Google de toute l'énergie décarbonée, la stratégie de décarbonation, les BPA, etc. Tout ce qui était data center, donc gestion du portefeuille des data centers existants, en propre ou développé par les tierces parties, le développement de ces data centers, principalement sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Tout ce qui était réglementaire, tout ce qui était relation avec la communauté, parce que c'est très important, ce sont des sites industriels qui sont là pour 20, 30 et plus. Et les 2 dernières années, j'étais en charge des aspects environnementaux des data centers de Google au niveau mondial, donc la réutilisation de chaleur fatale, etc. J'ai quitté ce poste qui était très ennuyeux pour monter donc CPI Infrastructure, qui est aujourd'hui une petite start-up, mais on a la chance d'avoir Engie et le BPI qui nous soutiennent, pour essayer de pousser une meilleure intégration de ces data centers, à la fois dans les aspects, je dirais, dans le système énergétique, pas qu'électrique, mais énergétique, et dans la société. Et on se positionne en tant que développeur et opérateur d'infrastructures. Ce que je résume moi en Energies and Synergies. Voilà. Donc je ne sais pas où je vais, mais il y a tellement de choses à dire. Donc les data centers, dites-moi si j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est, mais c'est une grande boîte où on met des ordinateurs et on les refroidit pour qu'ils fassent du calcul. Les calculs sont de plus en plus performants, c'est-à-dire qu'avec 1 kWh, on fait de plus en plus de calculs. Ça, d'année en année. Les données que j'avais quand j'étais chez Google, c'était en 5 ans, on fait 7 fois plus de calculs que 5 ans plus tôt, avec le même kilowattheure. Et pourtant, on voit une croissance phénoménale. Donc c'est un peu comme les réseaux, on a de plus en plus de données à traiter. Il y a un côté très exponentiel à tout ça. Donc la technologie avance. Ces data centers, c'est donc les anciennes salles informatiques, hein, mais juste qui grossissent, qu'on rassemble ensemble à un moment de... Ce qui est très intéressant, ça c'est des données qui sont peut-être un peu vieilles, mais de l'IAE, entre 2010 et 2020, la consommation électrique des data centers dans le monde n'a augmenté que de 8%. 2010 à 2020. 8%. Les données ont explosé pendant ce temps-là. C'est juste que la technologie a compensé. Et surtout, la concentration de ces serveurs informatiques était peut-être dans le sous-sol de certaines entreprises qui se sont concentrées, et donc on a gagné en efficacité. Depuis, on a un peu atteint un point d'inflexion, un peu beaucoup. Voilà, la compensation a été faite, et maintenant on a juste la croissance. On a de multiples choses qui sont faites par ces data centers. Aujourd'hui, on ne parle que d'IA. Avant, on ne parlait que de cloud. Moi, je prédis que l'IA, on en parlera, c'est pas qu'on n'en parlera plus, mais tout est IA. Donc l'IA est partout, c'est de l'informatique. À un moment donné, tout est cloud maintenant, quasiment, c'est de l'informatique. Mais si on s'arrête aujourd'hui en 2025, tout n'est pas IA. Aujourd'hui, l'IA fait exploser donc les besoins, mais on était déjà sans l'IA à 20% de croissance par an, plus ou moins, au niveau mondial. Donc c'était déjà extrêmement conséquent. On vient s'ajouter à tout ça. Et là, on a différentes ambitions, différents paris. À la fois, on a une technologie qui avance et qui est phénoménale et qui peut faire des choses fantastiques. Et à la fois, on peut l'utiliser pour faire des choses qui ne sont pas fantastiques du tout. Je pense que l'espèce humaine a cette tendance à utiliser les objets de différentes façons. Et moi, j'aime bien, alors ça c'est quelque chose de personnel, on a là ces histoires
d'effets rebonds ou autres, on a beau augmenter la technologie, etc., on va toujours, l'espèce humaine, l'humain va toujours utiliser plus de choses. Ce que je disais, je trouve que faire des modèles météo qui sont plus performants, c'est magnifique, et on va pouvoir prévoir des catastrophes naturelles, donc on va se protéger. Et à la fois, si je peux avoir la température précise dans la rue d'à côté à 15h15 demain, franchement, ça ne me sert pas à grand-chose, je pense. Mais une fois qu'on est capable de le faire, on le fera. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je trouve qu'on n'en a pas besoin. Et moi, si on venait vers moi en 2002, on me disait, sur votre téléphone, vous aurez la vidéo. Je dis, mais j'en ai pas besoin. Et aujourd'hui, on ne s'imagine pas acheter un téléphone sans vidéo. Donc on a toute cette IA, et à la fois, il ne faut pas oublier que le reste existe encore, c'est-à-dire tout le trafic vidéo, tout le trafic internet classique, tout ce qui va être trading, tout ce qui va être... enfin, il y a plein d'éléments, donc tout est IA, tout n'est pas IA. Mais l'IA vient vraiment faire augmenter les besoins avec des paris gigantesques de différents acteurs sur la maîtrise, ça c'est mon analyse personnelle, sur la maîtrise de cette technologie, et surtout du gain que va apporter cette technologie. Et moi, le résumé que j'ai envie d'en faire, c'est en effet, tout le monde parle de cette AGI, cette intelligence générale, et je pense que voilà, le premier qui la développe a un avantage concurrentiel sur le voisin, en espérant qu'il l'utilise à bon escient. Et donc, il y a cette course. Les experts ne savent pas de quoi on aura besoin au niveau des data centers et donc des capacités de calcul dans quelques années. Quand je dis quelques années, si je me repose moi chez Google, donc mon métier c'était de prévoir l'infrastructure, donc je travaillais à 5-10 ans. J'avais du mal à avoir des forecasts de 6 mois, 1 an, 3 ans, on faisait des extrapolations, on travaillait avec des trajectoires, des percentiles, et vous êtes obligé, vous savez pas, on est dans le digital qui a du mal à prévoir à 6 mois, et vous êtes obligé de vous projeter. Et les gens se projettent aujourd'hui de la même façon. Donc à la fois au niveau de la croissance de ces calculs, la quantité de calculs dont on aura besoin, l'évolution des technologies qui viendra compenser ou pas cela, mais aussi du besoin de mettre tous ces calculs au même endroit. Aujourd'hui, donc cette course au gigantisme, c'est cette volonté d'avoir tout au même endroit, parce qu'on va pouvoir être plus performant en ayant tout au même endroit que si on l'avait distribué. C'est une histoire de... Alors, si on parle de GPU, il n'y a pas que les GPU, mais les GPU, c'est quand même ce dont on parle le plus. Donc, c'est microprocesseurs qui sont spécialisés dans le calcul de l'intelligence artificielle. Il faut les avoir les plus près les uns des autres. Ça peut être vous les connectez avec de la fibre optique, ça va quand même très très vite. Voilà, si vous les écartez de plus en plus loin, vous perdez du temps et vous allez perdre en efficacité. Donc il y a cette volonté à tout mettre ensemble, mais il y a un questionnement sur la limite de cet exercice. Et aujourd'hui, les spécialistes auxquels j'ai accès moi, se disent, je ne sais pas si on a besoin en 2030 de gigawatts au même endroit, ou si on n'en a pas besoin. Si vous faites le pari que de ces gigawatts, peut-être que vous aurez raison, mais peut-être que vous aurez tort. Et donc voilà, donc c'est des paris. J'ai envie de dire, c'est des paris. Après, il faut voir ce qu'on va pouvoir en faire sur ces choses-là. Donc on a vraiment donc, cette technologie qui avance et qui est un fait de société. On a des histoires de souveraineté. Je vous avais dit que je ne savais pas où j'allais, je vais rien en tout. Je vous lance des perches pour me poser des questions après. Mais arrêtez-moi si je commence à être ennuyeux. Non, on peut continuer sur la souveraineté, parce qu'effectivement, pour moi, c'est une grosse question. C'est une énorme question. Donc moi, quand j'ai monté CEPIA, les deux choses qui me portaient, c'était l'intégration sociétale et la souveraineté européenne. Alors européenne, française, voilà, je me sens très européen. Et moi, je ne peux pas faire du développement d'algorithmes d'intelligence artificielle, je n'en ai pas les compétences. Ce que je pouvais faire, c'était développer l'infrastructure, parce que je me disais que si l'infrastructure n'était pas là, l'Europe ne pouvait pas répondre à la question, est-ce que je dois développer cela sur mon territoire ou pas? Parce que l'infrastructure met du temps à être développée. Donc, il faut au moins qu'on puisse avoir l'infrastructure pour pouvoir avoir le droit de se poser la question, de savoir quelle est... Et au final, la question, c'est pas est-ce que je le veux ou est-ce que je ne le veux pas, c'est quelle est la part que je veux sur mon territoire et comment je le veux. Et donc, c'est vraiment voilà, une histoire de... comment je le fais, quelle part. J'aime bien, moi, on se pose souvent la question du, voilà, quelles sont les capacités de calcul dont on a besoin en France, vraiment. J'aime bien poser l'autre question, est-ce qu'on peut accepter d'avoir aucune capacité de calcul en France et que donc tout le digital se passe à l'extérieur du territoire français? Je ne pense pas que ça soit acceptable. Ce qui ne répond pas à la question de quelle quantité, de quoi a-t-on besoin en France.
Niveau souveraineté, moi j'aime bien la vue du... voilà, ce sont des strates. La souveraineté, c'est qui fait l'algorithme, mais qui est capable excusez-moi pour les anglicismes, 15 ans de boîte américaine, ça m'a un peu, voilà, ça m'a perdu, qui design le microprocesseur, qui font le microprocesseur, qui achète le microprocesseur, qui installe le microprocesseur, qui opère le microprocesseur, qui fabrique le data center, qui opère le data center, détient le data center, sur quel territoire est-ce que ça se passe, et on peut même rentrer dans des histoires de souveraineté, quelles sont les lois territoriales auxquelles ce data center par lequel il est gouverné, puisqu'on voit l'émergence de concepts comme les free zones à l'international. On peut avoir des free data zones ou des concepts, et je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui a avancé là-dessus il y a quelques semaines en développant le concept, en disant que vous pourrez être en Arabie Saoudite mais être gouverné par une loi externe. Donc voilà, tout ça est souveraineté. Moi, je vais faire un conseil. Je suis spécialiste de rien, au final, je parle de tout, mais je suis spécialiste de rien. En tant que Français, en tout cas, on va avoir du mal, et même en tant qu'Européen, on va avoir du mal à être maîtrisé notre souveraineté sur chacune de ces strates-là. Au niveau, en tout cas, des GPU, etc. Aujourd'hui, on a un petit retard. Et encore, il faut faire attention à la technologie, il y a des sauts qui se font. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire sur toutes les strates. Et il y a des strates qu'on peut maîtriser. Et encore une fois, quand je dis ça, je dis rien, hein, je lance des perches. Donc voilà ce qui me passe par la tête. En tout cas, aujourd'hui, la France, on a vraiment changé de braquet depuis le mois de février avec le sommet sur l'IA, où on en parle beaucoup. On n'a jamais tellement parlé de notre sujet à nous chez CEPIA. On a presque trop parlé d'une certaine manière. Je trouve qu'on parle de milliards, on parle de gigawatts. Je dis avant de parler de gigawatts, parler de dizaines de mégawatts et de centaines de mégawatts. Pour moi, il y a un aspect physique à la chose. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il faut aller les installer, hein. Ces choses-là, il faut aller les produire, cette électricité, mais il faut aller installer. Non pas que les serveurs, mais on parle de bâtiments, on parle vraiment, c'est physique, c'est logistique, c'est pas simple. Mais bon, il y a une course au gigantisme qui est claire. On ne parle pas d'intégration territoriale, on ne parle pas d'acceptabilité de ces choses-là qui vont avec la souveraineté. Et je pense qu'à la fois, il ne faut pas... ce sont deux discours à avoir en parallèle. Moi, je ne suis pas pour... Faisons une pause, résolvons tout ça et on repart dans 2 ans. Non, on va perdre trop de temps. Mais il faut en parler en parallèle. Et on a des élections municipales dans l'année prochaine. C'est les électeurs qui choisissent. Donc vous avez beau déclarer que vous allez faire des milliards et des gigawatts, est-ce que les électeurs sont d'accord? Et les électeurs vont surtout écouter de quel projet nous parle-t-on et comment celui-ci sera fait, quelle création d'emplois. Quels sont les autres sujets qu'on va pouvoir avancer en parallèle? Est-ce qu'on peut faire effet de levier? C'est ça que moi j'aime bien dans le numérique aujourd'hui, on nous tire, mais est-ce qu'on peut l'utiliser comme effet de levier pour faire avancer d'autres choses? Réutilisation de friches industrielles, dépollution, faire avancer d'autres sujets énergétiques, en effet, montrer l'exemple avec des grosses ambitions de décarbonation. On a vu sur les PPA, les corporate PPA, on a vu les géants de la tech vraiment prendre le taureau par les cornes et montrer l'exemple et voilà, être suivi par d'autres industries derrière, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci, je pense que oui, tout le monde sera intéressé de revenir sur ces sujets de souveraineté, évidemment nationale, de volonté de certains pays de faire jouer le principe d'extraterritorialité. On pensait qu'il n'y avait que les Américains qui voulaient nous imposer le principe d'extraterritorialité, mais si en plus il y a certains grands pays venus d'ailleurs, ça va quand même poser problème et ça va effectivement potentiellement créer des conflits. Donc vraiment, on a un sujet intéressant sur le plan économique, on a un sujet passionnant aussi sur le plan juridique. On aura un sujet aussi, je pense, avec le calcul quantique potentiel de défense nationale aussi. Hein. Bon, on voit bien aujourd'hui quels sont les risques à laisser se développer ces capacités de calcul. Je ne suis pas sûre de savoir expliquer le calcul quantique, mais j'ai compris que ça pouvait poser un certain nombre de problèmes, notamment quand on craque des codes que des pays étrangers utilisent pour déclencher des armes, par exemple. Donc on voit bien toute cette constellation et merci beaucoup d'avoir dressé ce panorama qui ne saurait être complet. Hein. Tout le monde a lu les annonces extrêmement spectaculaires dans la presse. Hein. Grâce à Microsoft, on va faire redémarrer Three Mile Island. Hein. Donc les acteurs du numérique et les GAFAM notamment s'intéressent beaucoup au nucléaire. Tiens, c'est effectivement une énergie décarbonée. La France a peut-être une opportunité d'attirer
effectivement l'implantation d'un certain nombre de data centers sur son sol parce qu'elle dispose d'une énergie décarbonée grâce évidemment à l'investissement dans le parc électronucléaire dans les années 70 et sa volonté de se projeter dans le futur sur le déploiement de cette énergie. Donc Amandine, toi qui es une spécialiste de l'énergie, mais tu vas nous dire voilà, quel est ton parcours, comment effectivement peut-on appréhender et au-delà, finalement, de la seule énergie, effectivement, les problématiques de biens essentiels et les potentiels conflits d'usage que sont l'utilisation de l'eau, la consommation de terrains agricoles potentiellement, et évidemment la consommation d'énergie. Bonjour à tous, merci Christine pour l'invitation, ravie de pouvoir discuter avec vous. Donc moi je suis chez Sepia également en charge de l'énergie et de mon passé professionnel, une expérience dans le renouvelable et le développement de projets à l'international. Chez un développeur indépendant français. Et ensuite, je suis passée côté consommateur, grand consommateur industriel, en particulier Aluminium Dunkerque, donc qui est toujours le plus gros site de consommation en France, et le deuxième consommateur français après la SNCF. Et ensuite, dans d'autres secteurs électro-intensifs également, comme l'hydrogène et le verre. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a une grosse question énergétique dans l'approche des data centers et de leur déploiement. Ce qui est clair, c'est que c'est des acteurs qu'on a envie d'accueillir sur les territoires et de manière assez globale, avec en Europe peut-être une approche un peu plus prudente que ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Alors, parce que c'est aussi comme ça que l'Europe fonctionne, avec un côté peut-être un peu plus réglementaire et un peu plus mesuré. Mais cette question, vraiment, comment accueillir ces nouveaux usagers. Quand je dis nouveaux usagers, c'est parce que vraiment on parle de nouveaux objets. Enfin, aujourd'hui, on a parlé des échelles. Aujourd'hui, on parle de data centers de centaines de mégawatts, de gigawatts. Vous avez le projet Stargate au Portugal de 1 gigawatt annoncé. On entend les milliards gigawatts, c'est une centrale nucléaire, pour vous donner des proportions. Ouais. C'est les tranches des centrales les plus anciennes, c'est à peu près 900 mégawatts. Et donc, par échelle de comparaison, donc Aluminium Dunkerque, ce site moi, que je connais bien, qui est commencé à opérer en 1992, qui est aujourd'hui a priori encore le plus gros site de consommation et qui fait environ un peu moins de 500 mégawatts. Donc là, on est déjà sur des objets qui sont plus gros que les plus gros sites existants. Donc récemment, on parlait aussi des sites hydrogènes qui pouvaient représenter des gros objets, en particulier pour potentiellement la production pour l'acier, etc. Mais l'hydrogène, pour l'instant, le marché ne s'est pas développé comme ce qui était attendu. Et donc, on n'a pas vraiment ces effets d'échelle qui sont, en termes de sites, qui sont arrivés. Ça pose des problèmes, en particulier, enfin, c'est des problèmes ou pas, mais ça pose des questionnements au niveau de l'accès au réseau en particulier. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les questions comment le réseau, en particulier RTE, arrive à gérer ces objets et toutes ces demandes, où effectivement on n'a pas eu ce genre de demande, enfin on n'a jamais eu ce genre de demande au niveau français. Aujourd'hui, vous avez des gigawatts de demandes de raccordement pour des sites, avec toute cette incertitude de est-ce que ces sites vont vraiment voir le jour ou pas. Donc il y a tout un problème de planification et aussi de ressources et de capacité de travail chez RTE à gérer toutes ces demandes, avec en plus de ça l'incertitude sur la mise en œuvre. Donc si on regarde un peu, RTE avait publié leurs chiffres sur dans les demandes de raccordement sur les 2 dernières années, il me semble. Ils avaient à peu près 21 gigawatts de demandes de nouveaux raccordements et parmi ça 9 gigawatts pour les data centers. Donc c'est et sachant qu'aujourd'hui ils ont 0,8 gigawatts raccordés au réseau français, mais qui ne consomment que 15% de cette puissance qui leur est réservée. Donc il y a cette question, est-ce que les demandes qu'on a qui sont gigantesques et à vraiment d'autres échelles de ce qu'on a aujourd'hui sur le réseau, est-ce qu'elles sont raisonnables ou est-ce qu'elles sont très spéculatives et dans quelle mesure on régit toute cette planification sans vraiment savoir si ces puissances vont être utilisées ou pas. Il y a aussi une histoire de conflit d'usage parce que cette puissance électrique
sur les réseaux qu'on conserve pour un utilisateur, qu'il soit un data center ou un site industriel ou autre, eh bien, on peut pas la destiner à quelqu'un d'autre. Et donc, ça devient assez compliqué à planifier, donc avec vraiment cette incertitude des volumes et également cette espèce de course à la capacité. Aujourd'hui, donc je vous disais, il y a vraiment beaucoup de demandes partout, de la part des opérateurs, enfin que ce soit en France ou autre part, de la part des opérateurs, il y a cette question, je préfère être, enfin ce constat, je préfère être surcapacitaire aujourd'hui pour avoir la capacité de me développer et d'avoir accès au réseau, plutôt que d'être coincé et de ne pas pouvoir mettre en œuvre mes capacités de calcul, ce qui pourrait avoir un impact sur le développement de mon produit, ma croissance, etc., et même ma compétitivité et ma survie au sein du marché. Donc il y a vraiment cette question, comment on a accès au réseau, est-ce qu'on arrive à le faire assez rapidement? Donc en France, il y a eu des questions de réduction des délais sur les ICPE, donc tout ce qui est plus réglementation environnementale, mais également là, sorti récemment les procédures fast-track de RTE, donc là c'est sur des sites plusieurs centaines de mégawatts, plusieurs dizaines d'hectares, avec une validation ministérielle, donc il y a quand même des processus qui se mettent en place, mais avec toujours cette incertitude, est-ce que les projets sont des vrais projets, est-ce que ce sont des idées ou des envies de projets, et dans quelle mesure ça va être déployé par la suite. Et avec un autre pendant, donc, qui est en ce moment aussi extrêmement importante, la réindustrialisation, l'électrification également, et donc comment allouer donc, ces capacités humaines et de réseau de manière équitable. Vous parliez de 3 Mile Island, donc là il y a aussi un modèle un peu alternatif qu'on voit alors chez les géants, les GAFAM, où on essaye de se positionner sur la production sur site directement, avec alors les contraintes que ça peut avoir en termes de si vous avez un problème de maintenance sur votre unité de production, mais qui pourrait permettre de, en tout cas un peu bridger les temps de raccordement au réseau, en se disant, bon ben comme ça, hop, une petite centrale nucléaire, je me raccorde directement, et puis on verra pour le réseau après. Donc ça peut être nucléaire ou autre. On voit aux États-Unis, donc tous ces géants de la tech ont beaucoup d'objectifs, ou en tout cas des ambitions en termes de bilan carbone et bilan environnemental. Là, il y a quand même, on sent qu'il y a peut-être pour servir la capacité, on va pouvoir se reconnecter sur des centrales à gaz, par exemple, plutôt que de faire du renouvelable, parce que effectivement, ça donne ces accès au réseau plus rapides. Donc, il y a vraiment ces questions qui sont enfin voilà, les sujets du moment, et toute cette incertitude sur ces accès à l'électricité. Une volonté décarbonée, donc c'est vrai que nous en France on a le nucléaire existant, on a un réseau très décarboné au niveau même mondial, au niveau européen on est parmi les meilleurs avec les Nordiques, et donc une attractivité forte sur ce sujet-là. Il y a toute la partie renouvelable ENR, donc les GAFAM également ont pu beaucoup développer les contrats renouvelables, avec aujourd'hui les problématiques d'intermittence et comment je peux dire que je consomme du renouvelable aux heures où il n'y a pas de vent, pas de soleil. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place, beaucoup d'innovations là-dessus. Le nucléaire reste aujourd'hui et devient de plus en plus attractif par rapport à ça, mais avec ces questions de comment pouvoir avoir accès à ces nouvelles capacités qui arriveront plutôt 2035-2040. Des questionnements sur les SMR. Donc pareil, il y avait eu un appel d'offres entre Google, Microsoft et un industriel aux États-Unis où ils essayaient de chercher des nouvelles capacités de production décarbonées sur des technologies innovantes, etc. Donc plutôt à des horizons de temps assez loin. Donc il y a vraiment un appétit et une recherche pour ces volumes, mais toujours un questionnement de comment on arrive à faire s'aligner ces besoins de croissance et l'électricité décarbonée à mettre en face. Il y a une question aussi qui est assez intéressante, c'est sur l'arrivée de ces usagers et comment sont-ils considérés. Ça va être des très gros consommateurs. Aujourd'hui, vous avez au niveau, en tout cas européen, et après géré en fonction des pays, des incitations, que ce soit taxes ou au niveau des tarifs d'utilisation du réseau,
pour pouvoir réduire les coûts de l'énergie ou coûts de l'électricité livrée. Donc en France, vous avez les abattements TURPE sur les gros consommateurs, des critères électro-intensivité donc, qui permettent d'avoir ces réductions. Et en même temps, cette question, dans quelle mesure ces nouveaux utilisateurs sont aussi légitimes que les industriels pour avoir accès à ces mécanismes, dans le sens où il y a une question de stabilité financière et de capacité à payer. Parce qu'il faut savoir, par exemple, si on prend le TURPE ou les contributions sur les renouvelables, etc., ben, ce qui n'est pas payé par un gros consommateur va être redistribué sur l'ensemble des autres consommateurs. Et donc, il y a cette question, si on ne fait pas payer les nouveaux consommateurs de gigawatts, il faut redistribuer ces coûts sur, sur le reste des citoyens, en gros. Et donc, comment est-ce qu'on peut à la fois avoir une attractivité en termes de prix de l'énergie pour pouvoir faire venir ces volumes chez nous, mais en même temps de manière équitable pour le reste vis-à-vis du reste des consommateurs. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de sujets. Je ne sais pas si... je peux continuer. Oui, on a encore 5 minutes. Moi, je propose que tu continues pendant 5 minutes. D'accord, allez. Non, donc il y a tous ces sujets. Il y a une question aussi sur les modèles de développement. Donc, quel modèle on peut mettre en œuvre. Donc nous, par exemple, à CEPIA, on essaye de mettre en œuvre des schémas de campus industriels avec cette idée de pouvoir mutualiser justement des infrastructures, par exemple, des terrains, et de pouvoir créer des synergies entre ces data centers qui ont une capacité à payer plus forte, mais en même temps qui ont une vraie fin de rapidité et d'accès au marché de manière plus rapide, et de pouvoir le mutualiser avec potentiellement des acteurs industriels, par exemple, qui vont avoir moins cette capacité à payer, mais qui apportent également beaucoup de valeur au niveau des territoires, au niveau de l'emploi. Et donc, voilà, il y a des choses à penser sur dans quelle mesure on peut créer des nouveaux modèles en termes de sites, en termes d'implémentation, mais aussi en termes de partenariat sur la partie énergétique, donc que ce soit mutualisation d'infrastructures, que ce soit sur les contractualisations, que ce soit sur le développement de nouvelles capacités de production, parce que pour lancer des nouveaux réacteurs nucléaires, des nouvelles tranches, vous êtes mieux à avoir plus de visibilité sur la consommation, et donc il y a des choses à réfléchir là-dessus pour justement un peu porter les développements multiples là-dessus. Pour revenir un peu sur la partie réseau, et les typologies de consommateurs. Vous disiez tout à l'heure, Irlande, 20-25% de la consommation électrique sont faits par les data centers. Il y a cette question aussi, quelle est la contribution de ces data centers par rapport au réseau? On entend souvent dans les conférences le fait qu'ils veulent cette volonté d'être un bon citoyen vis-à-vis du réseau. Mais il y a quand même des choses, alors personnellement, que je pense pourraient être améliorées. Aujourd'hui, ces consommateurs ont un vrai besoin qui est viscéral d'avoir de la performance sur leur approvisionnement électrique. Donc fonctionnent avec des raccordements au réseau avec énormément de redondance, avec de la production en secours sur site, donc des générateurs souvent diesel qui ne tournent pas parce que les réseaux sont fortement, sont très, en général très fiables, bon, sauf exception type Espagne récemment, et donc cette vraie volonté et ce besoin de performance, donc qui est justifié ou qu'en tout cas qu'ils justifient par un besoin de leurs clients et de leurs consommateurs. Et vis-à-vis de ça, on va avoir des très très gros objets. Et donc aujourd'hui, on a des cas en Irlande par exemple. Vous avez 20% de la consommation électrique qui est du data center. Les data centers, comme tous les autres gros utilisateurs, monitorent les fréquences réseau. Sauf que les data centers ont la capacité de siloter, donc de décrocher du réseau pour passer en mode de secours quand ils pensent ou quand ils voient qu'il peut y avoir des perturbations sur le réseau, juste pour pas avoir de problème au niveau de leur calcul. Et donc aujourd'hui en Irlande, on assiste à des perturbations sur le réseau qui sont créées par toute cette masse d'utilisateurs
qui vont tous se décrocher et passer en mode îlotage en même temps. Et là, ça va amplifier ce qui n'était pas vraiment un problème de stabilité pour potentiellement en créer un. Et donc, il y a cette question, quand vous avez 2-3% de votre consommation qui est par un utilisateur ou par une typologie d'utilisateur qui a un comportement inhabituel par rapport à ce qui se fait, le réseau le gère. Quand vous commencez à avoir 5, 10, 15, 20%, là, il y a la question de, bon, c'est sympa, mais si c'est pour que ça mette le bazar sur tout le réseau électrique, ça complique un peu les équilibres. Et donc, il y a une grande question de dans quelle mesure on doit, ou il faut, ou comment on fait pour gérer ces situations-là. Est-ce qu'il faut mettre en place des contraintes réglementaires sur les objets? Donc, vous avez des pays où on demande à ce que, alors je crois que c'est aux Pays-Bas et il me semble l'Irlande aussi, où on demande à ce que, enfin, les réseaux imposent que les générateurs de secours soient mis à disposition du réseau pour pouvoir faire de l'équilibrage du réseau. Mais après, niveau européen, enfin voilà, c'est pas forcément des choses qui sont imposées partout. Et donc, comment on intègre ces nouveaux utilisateurs, dont au final on ne comprend pas tellement le fonctionnement, à part on sait qu'ils ont un besoin de performance qui est extrême. Comment on fait pour les intégrer dans aujourd'hui le réseau tel qu'il fonctionne? Donc une problématique supplémentaire. Merci Amandine, merci de cette intervention. Moi j'imagine qu'il va y avoir plein de... Ah, pardon, il faut que je récupère le micro. Ça va, parce que oui, je remercie l'ensemble de nos intervenants. Amandine, en dernier lieu, et je pense qu'il y a, et on voit tout un nœud de questions que vous imaginiez peut-être pas complètement quand on parle des data centers. Donc peut-être pour lancer la discussion, moi j'ai une première question. Moi j'ai compris que chez Sepia Infrastructure, vous essayez de renforcer l'acceptabilité, l'insertion du data center enfin, là où il est, quoi, enfin, dans le territoire. J'ai compris qu'une manière de le faire, c'était de travailler en faisant plutôt des campus où il y a une mutualisation. Qu'est-ce que vous faites exactement, notamment vis-à-vis des élus locaux qui voient arriver ces objets quand même avec un peu d'inquiétude, parce que ça ne crée pas tellement d'emplois. Enfin, si on compare un grand industriel électro-intensif et un gestionnaire de data center, je pense que la création d'emplois est plutôt du côté de l'industriel que du côté du data center. Ça consomme de l'eau, ça consomme de la surface, ça produit de la chaleur fatale, parce qu'il faut refroidir effectivement toutes ces machines. Chaleur fatale qui n'est peut-être pas récupérable nécessairement tout le temps, en fonction des configurations. Voilà, donc je voulais lancer cette première question avant que la salle ne se prépare à lancer les autres. Je ne sais pas qui veut répondre. Fabien? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On tâtonne. Pour moi, il y a une vraie histoire d'adéquation entre un projet de territoire et un projet industriel. Donc déjà, c'est réaliser cela, et il y a une recherche de compréhension des projets industriels et compréhension des territoires qui peuvent accueillir, parce qu'il y a de la puissance électrique, ou il y aura de la puissance électrique, et puis parce qu'il y a une capacité foncière qui peut accueillir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accueillis data center. Nous, ce qu'on fait d'abord, c'est on explique, et on se positionne en tant que tiers de confiance qui comprend les deux côtés, avec une volonté de bien faire les choses, et surtout pas de forcer la main à des gens qui n'en veulent pas. Voilà. Donc c'est ça la première chose. Souvent, ça vient en deux temps. C'est marrant, hein, la première réunion, on est écouté. Et voilà, ils absorbent. Et après, la deuxième réunion, elle fait... On a réfléchi, on a regardé ce que vous aviez fait avant, ça nous intéresse. Voilà. Différentes choses. Après, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, ça ne crée jamais assez d'emplois. On peut imaginer une usine de microprocesseurs avec beaucoup d'employés et des ingénieurs extrêmement qualifiés, etc. C'est toujours le rêve. La question, c'est quelle est l'alternative? Aujourd'hui, dans un mode d'objectif de réindustrialisation de la France, on a cette problématique aussi mais quelle industrie? Donc moi, je suis plutôt à dire, embrassons le bon degré de cette industrie, mais pas n'importe comment, et utilisons-la pour faire un effet de levier, et intégrons-la au bon endroit du territoire, celui qui est capable de l'accepter, en réfléchissant à tous ces éléments-là. L'eau, on n'a pas besoin d'utiliser d'eau. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser d'eau.
L'eau dans le data center, c'est un élément qui va être utilisé pour rendre le refroidissement, c'est un frigo, hein, plus efficace, par évaporation, souvent, etc. Comme une centrale nucléaire qui fait évaporer l'eau pour refroidir. Quand vous êtes dans le nord de la Norvège, l'utilisation d'eau ne pose pas vraiment de débat, même si c'est potentiellement de l'eau potable. Vous êtes en Sicile, voilà, c'est hors de question. Donc la première chose que vous devez faire, c'est comprendre la situation hydrique de cet endroit-là, regarder les différentes technologies disponibles et pouvoir porter un choix sur ce qui est le plus opportun de faire. C'est très rare un site industriel qui ne consomme pas du tout d'eau. C'est la bonne eau, c'est-à-dire que c'est pas forcément de l'eau potable, mais potentiellement on peut réutiliser de l'eau d'une station d'épuration, etc., si d'un point de vue hydrique c'est possible, et ça peut nous faire gagner en facture électrique. Vous pouvez gagner 10-15% de facture électrique grâce à cette eau-là. L'eau, on a un sujet émotionnel avec l'eau. L'eau, chaque citoyen a un rapport avec l'eau, et l'eau, tout de suite, si vous mettez ça en litres, les consommations sont phénoménales. Mais dès que le sujet eau est arrivé sur la table, voilà, vous avez un vrai sujet. Moi, je viens vers les municipalités en parlant d'eau. Je viens vers les municipalités en parlant Céveso. Vous n'entendez pas beaucoup les gens parler Céveso quand vous parlez du data center. Personne n'a envie de parler de Céveso en France. En Europe, mais en France, on a un historique assez récent sur Céveso. Céveso, c'est très contrôlé, hein, attention, il y a plein d'éléments Céveso, il y a des seuils, etc. Il y a plein d'usines qui se qualifient. Mais il faut en parler. L'idée, c'est pas de se cacher, il faut en parler pour dire attention, à partir d'une certaine taille, selon certaines technologies, ça va rentrer dans une classification Céveso, et on mettra tout en place, mais sachez-le, parce que est-ce que c'est acceptable pour vous, pour votre population, sachant qu'on peut travailler pour éviter ce seuil-là, etc. Mais l'idée, c'est pas de se cacher en disant j'en parlerai dans 9 mois. Non, donc notre approche, elle est là sur en tout cas la transparence, l'humilité sur le fait qu'on n'a pas les réponses à tout, et la volonté d'essayer de bien faire les choses en partenariat. Et c'est pareil sur la réutilisation de la chaleur fatale. On rêve tous d'être au milieu de Stockholm et de se connecter directement sur le réseau de chaleur, et qui fonctionne quasiment tout le long de l'année. Bon, ils ont des belles journées aussi. Mais c'est pas forcément possible si vous arrivez à Toulouse, le réseau de chaleur. Je connais pas Toulouse, bon, j'imagine qu'il ne va pas en avoir de façon phénoménale. Mais après, il faut une recherche de la possibilité de réutiliser cette chaleur, un questionnement sur ce qui peut être fait, et derrière, réussir à développer. Donc nous, ce qu'on fait là sur différents objets sur lesquels on a commencé à travailler, c'est réussir à, sur notre campus industriel, à mettre sur le côté, à dédier une partie petite en rapport, mais en finale conséquente, ça peut être 1 ou 2 hectares, pour aller faire d'une plateforme d'innovation qui va aller rechercher et développer des nouvelles solutions ou motiver du pilotage de solutions qui ont été développées sur l'énergie, sur l'utilisation de la chaleur fatale, pour faire avancer le débat en tout cas. Et ça, c'est un autre truc que l'on porte nous, on parle d'infrastructure critique quand on parle du data center, mais il ne faut pas oublier la critique de l'infrastructure. Et donc moi je suis pas pour la décroissance, donc l'idée c'est quand même d'aller de l'avant sur ce métier-là, cette industrie-là, mais c'est pas pour ça qu'on va pas le droit de la critiquer. Et donc il faut faire les deux d'un coup. Merci. Est-ce que... J'ai encore plein de questions, hein, donc je peux continuer comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres questions, dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, je voulais savoir par rapport, vous disiez qu'au niveau des raccordements, il y avait un objet un peu spéculatif, on ne savait pas trop le nombre de gigawatts qui étaient connectés. Quand est-ce qu'on saura vraiment, concrètement, qu'un data center va se mettre en place sur tel territoire pour éviter qu'il y ait un peu course en avant? Et on sait que RTE est limité en sa capacité de raccordement. J'ai travaillé il y a très longtemps pour EDF et on voit que les coûts de raccordement, c'est un vrai sujet pour Enedis et RTE. C'est très difficile à résoudre. Donc quand est-ce qu'on saura vraiment concrètement qu'on peut y aller et que c'est sûr à 100%? Alors, il y a les demandes. Ensuite, vous avez... il y a un moment où il faut payer. Donc, au moment où l'opérateur va payer pour relancer les travaux de raccordement, etc. Donc là, vous avez un peu plus de certitude que le projet va se mettre en place. Et ensuite, il y a la question des rampes. Donc, RTE a fait
une consultation récemment, donc niveau usager de manière globale, mais avec des questions spécifiques pour les data centers ou pour l'industrie data center, où ils reposaient la question, est-ce que les rampes qui sont prises en compte par RTE sont les bonnes? Ce qu'ils disent que, par l'expérience, enfin ce qu'ils constatent aujourd'hui, ils sont pas sûrs. Donc ils disaient aujourd'hui, les rampes qu'eux prennent en compte sont de 7 à 10 ans, pour arriver à la puissance max souscrite par les utilisateurs data center. Et ils demandaient dans leur consultation, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux prendre 10 à 15 ans? Donc, non, mais donc ça, là, on arrive à cette question aujourd'hui avec cette course de tout le monde veut du volume le plus vite possible et le plus de mégawatts, ou même le plus de centaines de mégawatts. Mais au final, le constat, c'est qu'ils ne sont pas vraiment utilisés, quoi. Donc c'était les 15% dont parlait RTE. Donc aujourd'hui, 100 MW en consommation en France sur les 800 MW dédiés au niveau des raccordements. Et donc cette question de la rampe. Avec encore une fois ce côté un peu schizophrène des opérateurs de dire moi j'ai besoin de plus en plus, enfin j'ai vraiment besoin d'avoir cette capacité à disposition. Sauf que je ne sais pas si je vais en avoir besoin parce qu'il y a toutes les questions dont on parlait tout à l'heure de efficacité. Peut-être qu'on va tomber sur peut-être qu'on va avoir de la technologie qui va être moins consommatrice, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on va faire de plus en plus de calculs parce qu'on en a la capacité, mais en même temps, ça coûte de l'argent de devoir installer des nouveaux serveurs, en fait, on ne sait pas du tout où va le marché. Si vous regardez les prévisions sur l'intelligence artificielle, en fait, il y a quand même beaucoup de flou, hein. Vous avez les courbes... Bon, c'est un peu difficile de présager de l'avenir, donc c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Merci. Oui, je trouve que votre approche là, en termes de campus, zone industrielle, enfin, etc., est intéressante, puisque c'est un bon moyen de résoudre le problème, d'une part de mutualiser les risques sur les vitesses de développement, etc., et d'autre part de mutualiser en fait les différentiels de besoins en qualité d'énergie, fiabilité, etc., qui peuvent en plus être sur un campus. C'est des formations universitaires. Non, je parle pas des campus universitaires. Non, mais qui peuvent être gérés en fait avec une gouvernance locale, on va dire. Enfin, voilà. Donc ça me paraît assez intéressant. Mais du coup, de quoi parle-t-on ? C'est-à-dire, est-ce que ces campus ou ces zones, enfin peu importe, ces territoires, c'est grosso modo Fos-sur-Mer d'un côté et Dunkerque de l'autre, c'est-à-dire d'énormes sites industriels qui sont capables d'accueillir, alors il faut accueillir des data centers, des SMR, des lignes à haute tension qui sont déjà là, enfin bon, bref, etc. Des électro-intensifs, donc ils sont là en fait, et ça c'est assez logique, mais qu'est-ce que ça veut dire pour est-ce qu'il y a des alternatives à ça, et qu'est-ce que ça veut dire en termes de développement du territoire? Très bien. Il y a encore tout type de data center. Il y a des data centers de 2 MW qui sont créés, et donc l'avenir est hybride. La question, c'est qu'on parle du edge, c'est-à-dire ce serait des capacités de calcul complètement distribuées. Il y a même des concepts de capacités de calcul qui sont juste dans les smartphones, et donc on n'a plus rien en centrale. C'est peut-être très utopique ou théorique, hein, mais il y a toute cette question de quel est le pourcentage qui est de distribution versus de centralisation. Je ne sais pas, on ne sait pas. Il y a des paris qui sont faits. Il y a des gens du Edge qui me disent, quand je les questionne, et en fait, qui sont vos clients, mais ils viendront. Voilà, donc c'est pas clair même pour eux. Donc pour moi, le futur est hybride. Donc on aura des grands campus, il faut qu'ils soient au bon endroit. Il faut qu'ils soient au bon endroit d'un point de vue électrique, d'un point de vue, si on parle de ZAN, donc d'utilisation du foncier, d'acceptabilité, il faut pouvoir avoir ses permis, et l'acceptabilité à tous les échelons, du citoyen jusqu'aux élus et aux autorités publiques. Et à la fois, on va pouvoir avoir des objets de taille intermédiaire. Pas oublier que 30 MW, c'est gigantesque déjà. Hein. J'aime bien, moi, la défense, quand elle fonctionne à fond, c'est 30 MW.
c'est costaud. Donc on oublie, quand on est dans ce métier-là, maintenant on parle de centaines, ouais, c'est 100, ouais, c'est gigantesque. Donc voilà, non, j'ai pas de réponse plus précise à ça, mais c'est hybride. Donc après, il y a une autre question qui se pose, c'est quel est le pourcentage qui doit être accepté dans la région parisienne. Il y a une préférence pour la région parisienne, il y a un effet d'ancrage. Un effet d'ancrage, vous avez fait votre premier data center en Ile-de-France, donc vous voulez le deuxième en Ile-de-France. C'est des questions de latence, c'est-à-dire les serveurs d'un site peuvent parler à l'autre site, et donc c'est plus efficace. Des erreurs de synchronisation, rien de trop compliqué. Si vous avez commencé un endroit, dès que vous pensez au prochain mégawatt de serveurs installés, vous le mettez à côté, ça vous coûte moins cher que si vous les mettiez à Bordeaux. Mais souvent, c'est une vue court-termiste. Si vous réfléchissiez à 15 ans, il est peut-être beaucoup plus logique d'un point de vue planification, d'un point de vue sociétal, et même d'un point de vue purement financier pour cette boîte-là, de les mettre à Bordeaux, si Bordeaux est le bon endroit. Et ça, moi, je pense qu'il y a un gros problème de planification. Je pense pas que cette guide puisse se résoudre tout seul, mais on a cette volonté de dire, voilà, on pose des questions, et on a envie d'essayer de rajouter de la planification dans tout ça, pour essayer de s'assurer, encore une fois, que ce bateau dont on a besoin voilà, on voit l'intérêt, en tout cas une certaine nécessité d'accueillir et d'aider au développement, même si on ne sait pas exactement combien ils consomment quand. Et encore une fois, une histoire de souveraineté. Donc, en effet, si l'infrastructure n'est pas prête, on n'arrivera pas à le faire. Après, il peut y avoir des mécanismes pour reprendre cette infrastructure, la transformer, etc. Donc voilà. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont. Moi, je veux bien parler d'un sujet. Je me plains toujours qu'on ne parle jamais de ce sujet, et donc c'est pour ça que je voulais en parler, c'est la sobriété. Donc vous avez il m'arrive d'aller à des conférences data center, dont récemment une énergie ESG, et je n'ai jamais entendu le mot sobriété de toute la conférence. Donc on parle décarbonation de l'énergie, on parle backup diesel, qu'on va passer sur des biofuels, HVO, etc. Par contre, sobriété, on ne connaît pas. Donc toujours cette course à la surcapacité. Mais effectivement, moi je viens de l'industrie, donc dans l'aluminium, j'ai regardé, je touchais de près la décarbonation, sur des industries, des secteurs qui sont difficiles, les hard to abate, donc on a du mal à décarboner, il n'y a pas les technologies. Nous, on avait des clients industriels de l'automobile, ils ont des limitations, des contraintes sur le poids des véhicules, sur les bilans carbone des véhicules, etc. Et c'est vrai qu'on a le numérique, le data center, et là, c'est la course à toujours plus, et accueillons-les. Alors, je comprends qu'il y a énormément de secteurs pour lesquels on a besoin de ces volumes, la sécurité, la défense, la santé, voilà, chacun trouve un peu son compte où il veut, mais après, effectivement, alors là, je parle plus d'un point de vue citoyen qu'en représentant de CEPIA, mais bon, c'est quand même lié. Il y a cette question, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que l'industrie repousse ça beaucoup au niveau de l'usager, en disant, les gens, ils ont qu'à pas... c'est les gens qui consomment. Sauf qu'il y a quand même cette question de ce contenu qui est un peu forcé chez les gens. Moi, je ne demande pas à ce qu'on me lance des vidéos comme ça. Je ne demande pas à ce qu'on m'envoie des emails à gogo. Je n'ai pas besoin d'avoir de la 5G sur ma vidéo. Alors, je regarde sur mon téléphone avec un écran grand comme mon pouce. Et donc, il y a cette question de, en fait, la course au toujours plus, mais on est dans un monde avec des ressources contraintes où on veut justement être sobre sur les aspects énergétiques, et donc ça va avec les aspects environnementaux, l'eau, etc. Et dans quelle mesure on peut à la fois encadrer un peu ça, sans non plus contraindre, parce qu'après, trop contraindre, puisqu'on va encore se retrouver en Europe à réfléchir un peu trop à tout, à être en retard, et se retrouver comme sur le renouvelable, le solaire éolien, où en fait on achète toute la technologie partout, se retrouver comme dans l'industrie, où en fait on est plus compétitif parce qu'on a mis les règles de coût du CO2, etc. En fait, à vouloir faire trop bien, et tous nos voisins qui font un peu comme ils peuvent et comme ils veulent, eux ils foncent, et nous on se retrouve un peu à traîner la patte, quoi. Donc ça, c'est un sujet, moi je pense, qui est extrêmement important, qui est très difficile à appréhender, et de trouver le bon équilibre entre comment faire les choses bien, mais en même temps ne pas se faire rouler dessus par les bulldozers qu'on a à côté de nous.
On est très bon à poser des questions. C'est bien, vous posez vos questions. Oui, moi j'avais une toute petite question sur l'aménagement du territoire et l'implantation. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative d'EDF justement de faire, alors je ne sais pas si tout le monde connaît cette initiative, EDF a lancé ça s'appelle des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, proposant justement à ces acteurs d'implanter leur data center dans des emprises foncières d'EDF à proximité de grandes centrales, notamment nucléaires. Oui, donc EDF a lancé cet appel à manifestation d'intérêt. EDF, je crois que c'est le 2e propriétaire foncier ou 2 ou 3e en France après l'État. Donc grosse emprise. Cette AMI, donc c'est des choses dont nous on avait entendu parler dans d'autres pays également avec d'autres acteurs. Je pense à Enel en particulier en Italie qui avait fait ce genre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui les acteurs énergéticiens et producteurs d'énergie ont ces questions d'avoir du foncier disponible. Dans des zones où a priori il y a des raccordements réseau sur des lignes très haute tension avec donc potentiellement capacité d'accueillir des consommateurs dans ces zones qui récupèrent de la production. Et donc, voilà, il y a eu l'AMI, il y a aussi les projets Fast Track dont on parlait tout à l'heure, où RTE a publié hier 4 sites donc sur leur site internet. Donc pour des projets, il y a 3 projets 700 MW et un projet 1 gigawatt. Où donc, alors là, c'est un peu flou de savoir si les projets sont ouverts à qui veut ou pas. Et donc, non, mais c'est des initiatives qui sont intéressantes. Après, la question, c'est dans quelle mesure les intéressés ont été consultés pour être sûr que les sites conviennent aux besoins et adaptés aux besoins. Parce que les besoins, moi qui ne viens pas du tout du monde du data center, je vois à peu près, enfin j'entends un peu les contraintes qu'ils peuvent avoir sur les sites, et là-dessus Fabien pourra en dire un peu plus, mais il y a énormément de contraintes, qu'on peut avoir des contraintes de développement, mais on est dans une industrie qui a l'habitude de pouvoir encaisser les surcoûts, mais qui veut avoir un peu le top du top de ce qui peut se faire et qui ne veut prendre aucun risque pour avoir cette question de opération avec une performance vraiment maximale. Et donc pas de risque alors tous les risques naturels, zones naturelles, sismiques, etc. Vous oubliez, on se pose, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont posées. Et donc cette question, alors j'ai pas la réponse, que j'ai pas étudié les sites moi, mais l'adéquation entre cette offre et le besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on voit du côté énergéticien, de manière globale, je pense que tout le monde est aligné là-dessus, vraiment une envie et un besoin d'aller s'approcher de ces nouveaux usagers, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est plutôt dans des phases de malheureusement désindustrialisation niveau européen, malgré les efforts, c'est quand même pas terrible en ce moment. On parle, vous avez au niveau de l'acier, de la chimie, les métaux, un peu partout. Et donc, les fournisseurs ou les producteurs voient ces usagers comme leurs plus gros clients de demain. Et donc, vraiment, cette volonté de pouvoir les attirer. Alors, même s'ils ne vont pas dire vous venez sur mon site et du coup, vous êtes obligé de m'acheter l'énergie, ça crée quand même des relations privilégiées. Et aujourd'hui, tous les fournisseurs les cherchent. Très bien, vous voulez compléter? Non, c'est une très bonne initiative. C'est réutilisation de foncier, réutilisation de... Voilà, on n'a pas la peine de tirer des nouveaux câbles. Donc c'est très bien. De ce que je comprends, moi, c'est pas positionné, on a regardé les informations, parce qu'au final, on n'a rien à y faire de particulier, à moins qu'on souhaite nous associer pour pouvoir complémenter un projet. Nous, moi ce que je dis souvent, c'est on fait ce qu'il y a en dessous et autour du data center, nous on ne fait pas le data center. Mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de réponses, et aujourd'hui ils étudient ces réponses avec des gens très sérieux, avec, il me semble, les premières décisions courant juin, et je peux avoir faux. Moi je soutiens tout ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci. Amandine, vous aviez parlé des énergies renouvelables et en particulier du problème de l'intermittence, et vous aviez aussi évoqué les recherches, ou en tout cas vous aviez évoqué les avancées des GAFA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Oui, alors vous avez en fait sur la partie énergie renouvelable aujourd'hui il y a deux grandes approches. Donc vous avez plutôt l'approche Google, Microsoft, où eux vont vouloir consommer plus localement. Ils ont ce qu'ils appellent, et donc ils travaillent aujourd'hui sur des initiatives donc 24/7 CF, Carbon Free Electricity. Et donc là, alors Google est particulièrement innovant là-dessus. Donc ils étudient en fait. Ils vont contracter des volumes de renouvelables dans les zones où eux consomment l'électricité et sont installés. Alors, c'est ce que Fabien faisait avant, alors c'est curieux que ça soit moi qu'on parle, mais bon. Et donc, et après, regarder heure par heure de manière annuelle s'ils sont couverts avec de l'électricité décarbonée aux heures où ils consomment. Donc ça, ils ont publié pas mal de choses sur Internet là-dessus qui sont assez intéressantes. Et donc, avec cette idée de vouloir un peu complémenter ce sourcing renouvelable pour pouvoir être couverts aussi en fonction de l'électricité qu'ils vont pouvoir soutirer du réseau. Donc s'ils sont en Finlande avec de l'électricité décarbonée sur le réseau, ils vont quand même se couvrir en volume annuel avec du renouvelable et le reste de l'électricité sera prise du réseau en étant décarboné. Si vous êtes dans d'autres pays, en Pologne par exemple, vous prenez du renouvelable, bon ben la nuit, quand il n'y a pas de vent, vous prenez sur le réseau polonais très carboné. Et donc là, ça va être comment est-ce qu'on peut penser à des sources alternatives qui vont permettre d'avoir de l'électricité produite à ces moments-là. Donc vraiment pour complémenter. Vous avez l'autre approche qui est plutôt Amazon et Meta. Donc eux, ils ont une coalition qui s'appelle Emission First. Et donc eux ils regardent plutôt à l'échelle globale en disant bon ben moi je vais consommer en France ou en Finlande, le réseau est suffisamment décarboné donc en fait ça sert pas à grand chose que j'apporte de l'électricité renouvelable dans ces réseaux là, donc je vais plutôt faire des projets en Inde ou d'autres endroits, je crois qu'ils avaient des projets en Inde, et faire une comptabilité globale de ces émissions de carbone. Alors après chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà. Ensuite, alors ça c'est au niveau vraiment sourcing propre. Après il y a la question, alors qui n'est pas que propre aux utilisateurs ou aux consommateurs de la tech, hein, mais qui est la question de l'intermittence par rapport au réseau électrique et des besoins de stabilité réseau. Et donc dans quelle mesure, quand vous avez une prévision, donc une production qui n'est pas donc dispatchable, donc que vous ne contrôlez pas, dans quelle mesure vous avez la possibilité de réguler soit de la production, soit de la consommation, enfin pas de moduler pardon, soit de la production, soit de la consommation, de manière à toujours respecter cet équilibre du réseau. L'équilibre du réseau étant d'avoir la production et la consommation égales à tout instant. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de la flexibilité. Donc, vous avez les questions j'ai le mot en anglais, de demand side response, donc la capacité des consommateurs à moduler, à faire de l'effacement, etc. Là, on voit qu'il y a des mécanismes, des nouveaux appels d'offres pour avoir des capacités inertielles, donc façon machine tournante, qui vont pouvoir justement moduler et pouvoir apporter un peu ce soutien au réseau. Mais ouais, donc on parle beaucoup des batteries également aujourd'hui. Avec des gros volumes, mais avec des business models qui fonctionnent à court terme, mais à moyen terme qui vont être un peu plus compliqués, puisqu'il va y avoir des vagues de batteries. Donc non, il y a des questionnements, mais bon, La question portait un peu sur le stockage. Ouais, sur le stockage, ouais. Bah, stockage, ouais. Aujourd'hui, le stockage, en fait, il y a deux choses. Il y a le stockage sur la partie équilibrage et le stockage sur la partie restitution d'une énergie qui est produite à un moment de la journée où il y a un surplus pour la restituer à un moment. Voilà. Donc ce serait je stocke de l'électricité solaire produite à midi et je la restitue la nuit. Aujourd'hui, ces modèles-là, ils sont un peu compliqués parce que, alors bien que le prix des batteries baisse énormément, les variations de prix ne sont pas suffisantes pour pouvoir justifier que vous allez mobiliser une batterie toute la journée pour qu'elle se décharge plus tard.
Donc il y a des questions économiques là-dessus. En France, ça marche pas très bien. Alors je pense qu'il y a des pays où il y a plus de volatilité. En Australie, ça marche plutôt pas mal, puisqu'ils ont vraiment plus de volatilité, etc. Et après, vous avez les batteries pour faire l'équilibrage. Donc là, les équilibrages, ça va plutôt être sur comment est-ce que j'arrive à recaler ma courbe de production et de consommation par rapport à un forecast à 15 minutes qui a été fait, ouais. Et donc là-dessus, aujourd'hui, c'est là où il y a beaucoup de... Enfin, les batteries récupèrent beaucoup de revenus. On parle beaucoup de réserves secondaires en ce moment. Donc c'est tout ce qui est réglage de fréquence. Ce marché ayant une taille qui est quand même pas extrêmement... étant pas très profond, ouais. Moi, ce que j'ai l'impression que ça va fonctionner et être très rémunérateur pour les premiers entrants jusqu'à 2026, 2027, 2028, et qu'après, il y aura trop de monde et qu'il va falloir retrouver des nouveaux modèles de rémunération. Excusez-moi, c'était un peu technique. Non, merci. Oui, Eric, deuxième question. Oui, pardon, à ma question tout à l'heure, vous avez répondu, il faut planifier, mais qui doit planifier? L'État, est-ce que l'Europe, effectivement, les territoires, et puis par ailleurs, on voit que cette planification n'a pas de sens si elle n'est pas gérée en coopération avec les industriels de l'énergie d'un côté et du numérique de l'autre, à minima, puisque si on doit développer des campus, il faut tous les électro-intensifs, etc. Donc, c'est quoi les formes de gouvernance que vous voyez, c'est-à-dire qui permettent de planifier, effectivement? Ouais, on est sur un vrai sujet. Enfin. Oui, sujet cœur. Public-privé, ça me semble évident. C'est pas possible d'être que d'un côté ou que de l'autre. Ça ne peut pas être aussi assez efficace. Il faut aller vite. C'est un peu antagoniste avec le côté planification. Mais en effet, faire de la planification et être prêt en 2035 pour une nouvelle planification de 35 à 45, c'est peut-être mieux que rien. Hein. Il y a plein de choses qui vont passer de 35 à 45. Donc il faut trouver une bonne agilité. Il faut mettre tous les acteurs autour de la table avec les bonnes expertises, mais pas trop. Sinon, ça avance pas. On fait un consortium qui va discuter, quoi. On n'aura rien planifié. Alors, on peut voir une planification au niveau national. Et là, je pense à des sujets de moratoire qu'on a pu voir au pays. Pas que je pousse pour le moratoire, attention. Mais on a pu voir ça aux Pays-Bas ou à Francfort, où à un moment donné, on fait moratoire. Mais dans le moratoire, il y avait aussi on isole certaines zones en disant, voilà, ces zones-là, on va plébisciter des développements là-bas. On le voit aussi au Royaume-Uni avec cette AI Growth Zone qui cherche à développer, donc identifier des zones sur lesquelles il va y avoir donc, des développements, on va plébisciter des développements, on va faciliter des développements. Donc là, ça va être au niveau étatique ou au niveau public. À la fois, il faut une discussion avec les acteurs eux-mêmes qui ont la meilleure perspective de ce dont ils auront besoin demain, même s'il y a une grosse incertitude, je le répète. Et derrière, c'est réussir aussi à se mettre autour de la table pour discuter franchement de ce qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps les dernières années à discuter avec les TSO, avec RTE et autres, juste pour leur expliquer le data center, et leur expliquer ce que j'avais envie de faire, mais ce qu'on ne pouvait pas faire. Et à la fois comprendre RTE, comprendre les TSO, et réussir à rentrer dans un partenariat, réussir à rentrer dans une compréhension des limites et des possibilités les uns des autres, et comprendre que le data center rêverait d'avoir un forecast clair. Il n'y a pas de débat. Mais à la fois, il y a toute cette raison pour laquelle ce n'est pas possible aujourd'hui. Ils ont besoin d'avancer sur l'infrastructure. La chose intéressante quand on pense aux 800 MW aujourd'hui, sachant qu'il n'y a que 100 MW d'utilisés, personne ne souhaite ça. Mais à la fois, quand on creuse, on se rend compte qu'un data center va construire 100 MW, mais va utiliser 70% de cela.
ça dépend. Et le reste, en fait, c'est du buffer, c'est pour faire face au buffer. Alors le buffer, c'est quoi? C'est le moment où on va avoir tous les serveurs d'installer. C'est pas si fréquent que ça, parce que vous installez les serveurs d'un côté, vous les installez de l'autre. C'est le moment où vous allez avoir un pic d'activité sur ces serveurs-là, parce qu'il y a un pic, disons, Internet, de demande, de quoi que ce soit. C'est un moment où il y a un pic climatique, d'un point de vue humidité de l'air, d'un point de vue température, qui va pousser le système de refroidissement à fond. Et c'est à un moment donné où vous avez peut-être perdu un autre data center autre part, et donc vous avez la demande qui était répartie, qui vient se concentrer, parce que là aussi vous avez de la redondance. Et à ce moment-là, vous avez ce pic-là. Il n'arrive jamais, ce pic. Je viens d'étaler tout ça. Statistiquement, il n'existe que en théorie. Il n'existe pas vraiment en pratique. Et donc, il y a toute la questionnement de... Mais en fait, je construis un data center de 100 MW, je l'utilise à 70 en me disant qu'en théorie, j'aurais besoin de 100. Et d'un côté, RTE qui dit, mais en fait, vous en utiliserez que 70. Ah non, j'ai besoin de 100. Et puis, si vous me retirez les 30, moi, j'ai construit quand même quelque chose qui m'a coûté 1 milliard. C'est quand même pas pour quelque chose qui m'aurait coûté que 700 millions. Et donc, il y a toute la question du, mais en fait, ce pic qui est théorique, comment est-ce qu'on peut le traiter? Est-ce qu'on peut pas le traiter autrement? Est-ce que vous avez besoin d'avoir potentiellement quelque chose sur site qui va pouvoir prendre le relais? Et là encore, on n'est que dans le théorique, parce qu'il ne le prendra jamais, potentiellement. Et là, c'est plutôt se mettre autour de la table et discuter des limites et des possibilités de chacun pour essayer de construire un futur qui fonctionne pour les deux. Je pense que tout le monde a un intérêt à ce que le réseau tienne. Personne n'a envie de voir ce qui s'est passé dans la zone ibérique. Et donc, les data centers, mais comme tous les autres industriels, doivent être contributeurs. Surtout quand vous êtes un gros consommateur, vous devez être un contributeur dans les limites de ce que vous allez faire. Mais aujourd'hui, les data centers, pour la plupart, ne s'éteignent pas, refusent de s'éteindre. Vous y pensez pas. Mais vous ne pouvez pas compter coûte que coûte sur cette fiabilité électrique et ne pas pouvoir y participer. Vous avez un intérêt. Mais pour ça, il faut déjà comprendre, attention, le data center aujourd'hui ne parle que d'énergie. Il y a 3-4 ans, je suis désolé, je vais être un peu arrogant sur le sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le data center qui n'avaient pas forcément conscience que c'était l'énergie. J'avais un ancien collègue qui disait 97%, il est sorti de son chapeau celui-là, 97% des gens du secteur ne savent pas qu'il y a une différence entre le contrat de connexion électrique et le contrat de production d'énergie, de fourniture d'énergie. Ils ne savent pas. Donc, alors maintenant, voilà, tout est énergie. Donc voilà, j'ai pas la réponse. Je veux bien y contribuer. Je pense qu'elle est importante. Il y a des planifications locales déjà, il y a la planification nationale. En tout cas, il faut une stratégie. Il faut une stratégie en prenant en compte les différents éléments. En effet, les éléments de souveraineté, de pouvoir surfer sur cette vague et prendre la bonne part, et à la fois en ayant le bon contrôle. Pour moi, souvent, c'est une histoire de contrôle. Contrôlons notre histoire, ne pas nous faire contrôler par l'histoire. Si je peux peut-être rapidement compléter, ça a été évoqué, mais j'insiste dessus, je crois que c'est important. Il faut que ce soit une planification qui soit faite en concertation avec les autorités nationales et plus largement. Alors oui, je partage, c'est vrai que l'Europe a peut-être tendance à être plus lente sur certains sujets que les États-Unis et à avancer moins rapidement. Mais encore une fois, peut-être pour le rappeler, le cadre, on a vite fait reparler de sobriété, mais voilà, les baisses de nos émissions de 55% à horizon 2030, neutralité carbone à 2050, et donc dans un contexte où les autres secteurs vont aussi amener à augmenter leur part d'électricité. Les résidences principales avec le déploiement des pompes à chaleur, je l'évoquais plus tôt, les industriels sur l'usage de l'électricité. Et donc difficile de planifier l'usage demain des data centers, mais pour 2022 c'est plus 15% d'électrique, avec des capacités qui sont peut-être pas toutes utilisées, entendues, mais à 5% ça fait un doublement à 5 ans, pardon. Ça fait malgré tout un doublement de la capacité utilisée. Et des infrastructures qui effectivement doivent être résilientes au moment de pic, alors qui arrivent rarement, quasi jamais. On l'a vu pour le Covid, qui malgré tout ont extrêmement sollicité les réseaux qui ont en état tenu, mais en concertation entre les acteurs d'une part et les autorités d'autre part. Et donc ces échanges, ils me semblent extrêmement importants, vu les échéances malgré tout et les engagements qui sont les nôtres, dans des horizons où il est difficile de prévoir, peut-être, mais sur des points qu'il est important de tenir. Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Oui. Merci beaucoup pour les présentations qui étaient vraiment super intéressantes. Je ne connais pas bien, moi, toutes ces questions, et donc j'ai une question très bête. Un data center, une fois que ça a été installé, ça peut se déplacer facilement ou pas?
Donc je pense par exemple à Facebook justement et sur les questions de l'eau qui a ses data centers en Arizona. Il y a un problème de stress hydrique, est-ce qu'on peut le déplacer ou est-ce qu'on peut trouver une solution locale justement pour continuer à alimenter le data center? Voici le thème du nouveau petit déjeuner. Non, ça se déplace pas. Ça se déplace pas du tout aujourd'hui. C'est de la grosse infrastructure. Ce que j'ai, les serveurs, c'est très lourd. Aujourd'hui, c'est 1,5 tonne au mètre carré qu'il faut supporter. Après, il faut distinguer le data center des serveurs. Les serveurs changent. Les serveurs changent tous les... ça dépend des serveurs, mais tous les 1 an et demi, tous les 3 ans. Ils ont une deuxième vie maintenant, les GPU. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'intelligence artificielle, maintenant, on dit voilà, on n'a pas forcément besoin de la même redondance des réseaux parce qu'on peut s'éteindre. Les calculs peuvent s'arrêter. Mais à 60 000 $ le GPU, on ne peut pas qu'il s'arrête. Hein. Il faut qu'il fasse le plus de calculs possible jusqu'à temps que la nouvelle génération arrive et on investit dans la nouvelle génération. Donc il y a une distinction entre ces deux choses-là. La technologie de refroidissement peut évoluer, il y a un coût hein, pour cet exemple-là avec Meta. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent quand même. Il y a un vrai questionnement sur la durée de vie du data center qui, historiquement, on va dire, qui a été autour de 20 ans. Voilà, générateur de secours, le bâti peut être sur 30 ans ou plus, etc. Mais voilà, les équipements électriques, etc., on est souvent autour de 20 ans. Sauf qu'il y a une évolution tellement rapide donc, des microprocesseurs qui, eux, guident ce dont on a besoin, qui apportent une certaine obsolescence. Quand je dis apporte, c'est en cours. Hein. Est-ce que je veux dire, aujourd'hui, les data centers typiques, ça va être 6 mètres slab à slab. C'est-à-dire vraiment du... Quand vous construisez votre data center, plancher bas, plancher haut. Merci, ingénieur civil. Merci pour les vrais termes. Demain, si c'est 7 mètres, parce que les nouveaux, les baies vendues par Nvidia ont besoin de 7 mètres, ben voilà, vous pouvez jeter votre data center à la poubelle, pas entièrement, mais vous pouvez le changer. Donc là, il y a un vrai questionnement, avec la possibilité d'essayer de construire quelque chose qui a une certaine flexibilité, mais il y a une limite. Mais est-ce qu'on descend donc à 12 ans de durée de vie? Est-ce qu'on descend plus bas? Et aujourd'hui, vous avez des nouveaux acteurs qui arrivent, en tout cas, je vais citer un Éclairion en France, avec un système très modulaire, qui a l'avantage de pouvoir en fait avoir des éléments qui se retirent, qui peuvent être reconditionnés et remis. Donc ils vont pouvoir permettre cette chose-là. Donc ça, et juste pour rebondir peut-être sur ce que vous aviez en tête, c'est l'un des intérêts de cette industrie quand on l'attire quand même sur notre territoire. En effet, ça crée peut-être que 100 jobs par rapport à en créer 300 ou le rêve de 300, mais 100 jobs à Dijon, c'est peut-être mieux que 100 jobs à Nanterre, par exemple. Et je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est peut-être vu différemment. Après, c'est assez sticky. Ça ne se déplace pas facilement, etc. Et il y a toute une aura. Pendant la construction, moi je me rappelle, on avait des pics à 1000 électriciens sur site. Il faut les trouver, hein, les 1000 électriciens, pour aller sur le site, hein, pour les construire. Donc, pendant la période de construction, c'est beaucoup d'emplois. Et quand on a un campus, on a une période de construction qui est assez longue. Et donc là, il faut avoir ce regard complet, d'un point de vue économique, sur vraiment la création d'emplois et ce qu'on a pu apporter au niveau économique. Voilà. Donc, mais on peut faire un petit déjeuner là-dessus, je pense que c'est assez. Moi, je veux bien rajouter profond. Il y a une question que je trouve assez intéressante, enfin en tout cas que je me pose, c'est où vont être les data centers de demain. Il y avait quand j'ai travaillé un peu dans l'hydrogène, il y avait aussi cette question de business model. Où est-ce qu'on va produire l'hydrogène? Est-ce qu'on la produit là où l'électricité est pas chère? Est-ce qu'on la produit et donc après on la transporte, mais il y a les questions, est-ce qu'on la transporte par bateau? Est-ce qu'on la transporte par pipe? Est-ce qu'on la produit sur site parce que c'est trop cher de la transporter et donc il faut être là où est l'utilisateur? Et donc sur le data center, moi je retrouve un peu cette question de quelles vont être les contraintes qui vont vraiment aiguiller les localisations des prochains sites. Aujourd'hui, c'est beaucoup les zones urbaines pour être proche des utilisateurs, mais en fonction des types d'usages qu'on va avoir de ces centres de données, donc avant on parlait beaucoup aussi des zones avec le prix de l'énergie qui était plus bas. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a les questions accès au réseau. Où est-ce que je peux récupérer mes mégawatts ou mes centaines de mégawatts de raccordement assez rapidement? Et donc, peut-être que Paris, Francfort, c'est pas les bonnes zones. Est-ce que la question demain, ça va être
est-ce que j'ai besoin d'avoir des ressources hydriques suffisantes pour pouvoir me développer? Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir des sites qui me permettent d'accueillir 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, 10 giga dans le futur, et donc une mise à l'échelle efficace? Est-ce que j'ai besoin d'avoir de toute façon à être îloté et de me faire de la production sur site, et donc d'avoir des zones où je peux déployer ça de manière plus simple et plus rapide parce que les réseaux vont pas tenir pour ces gros objets? Est-ce que j'ai besoin d'être dans des zones où en fait ma réglementation de la donnée va être un peu plus souple parce que je veux avoir cette flexibilité-là, etc. Donc je pense qu'il y a toutes ces questions aussi sur le choix des emplacements, et c'est là où au niveau des pays, hein, de manière assez globale, je pense que chacun va essayer de pouvoir mettre en avant ses avantages pour pouvoir être plus attractif. Mais voilà, je n'ai pas la réponse de ce qui sera, encore une fois, de ce qui sera la bonne réponse. Je crois qu'on peut remercier nos 3 intervenants et puis également la salle qui a posé plein de questions et qui en a encore plein d'autres. Mais nul doute que ce sujet, j'invite Eric et l'Université de Paris-Dauphine à consacrer un événement quand même d'ampleur. Et on aura été les pionniers, en tout cas les lanceurs de cette réflexion au sein de Dauphine, qui, je n'en doute pas, va passionner aussi les étudiants, Eric, non? Oui, certainement. Mais d'abord, je vous remercie à tous les 4 pour ce petit déjeuner et pour avoir partagé votre expertise sur ce sujet. Les prochains événements de la chaire, ce sera le jeudi 26 juin, on aura un petit déjeuner. On parlera de l'habitabilité des territoires, donc voilà, on ne sera pas exactement sur le même sujet, mais pas loin quand même. Et puis le 1er juillet, en fin de journée, on fêtera les 10 ans de la chaire, avec une conférence qui sera organisée autour de la possibilité de réguler dans le contexte géopolitique. La régulation du numérique est-elle tenable? La régulation de la transition écologique est-elle tenable? Etc. etc. Et donc, les détails de l'événement arriveront bientôt. Voilà pour les 2 prochains événements de la chaire. Merci encore à vous, et puis merci au public. Et là, la conversation va pouvoir continuer autour d'un café. Merci beaucoup. Merci à tous.